Bonjour, Dr Gilles Torgman, je suis hépatogastroentérologue. J'ai une double casquette puisque je suis praticien hospitalier à l'hôpital Robert Ballanger à Aulnay-sous-Bois et que j'ai une activité libérale par ailleurs. Je suis un très vieux conférencier d'internat puisque il y a plus de 15 ans maintenant que je fais des conférences avec Pierre Khalifa et Marc Belaïch. Et je suis très heureux pour la deuxième fois maintenant d'animer quelques conférences via Internet avec les conférences Raphaël. Les conférences et les sujets que nous allons voir aujourd'hui sont des dossiers qui sont à mon sens tombables à l'ECN, quasiment comme tels. Comme vous le savez, les dossiers d'ECN, lorsque l'on veut les faire en privilégiant la gastroentérologie, par exemple, c'est toujours difficile de les mettre en place, puisqu'à l'heure actuelle, comme vous avez pu le constater en travaillant les quelques annales qui sont à notre disposition, les sujets se veulent extrêmement transversaux. Cependant, quelquefois, ils sont bâtis autour d'une discipline médicale ou chirurgicale, et il convient alors d'être extrêmement pointu sur cette discipline, même si quelquefois on a l'impression à tort que le côté transversal va permettre un petit peu de noyer le poisson et de pouvoir répondre facilement à certaines questions. Je crois par exemple que décrire les critères de gravité de telle ou telle pathologie, on ne peut pas y répondre uniquement par des ficelles et il faut vraiment bien connaître la discipline sous-jacente. Donc ça, c'était simplement pour vous mettre un petit peu en garde sur l'efflorescence de conférences de méthodologie, où on a l'impression qu'on va nous livrer toutes les ficelles pour répondre à toutes les questions. Je crois quand même que la base, c'est de bien connaître les disciplines. Et je me suis donc permis de vous proposer 4 dossiers qui vont couvrir une partie de la gastroentérologie, une plus large partie de l'hépatologie et un petit peu de pancréatologie pour réviser ces différents domaines. Je vous propose de commencer par le dossier numéro 1. Nous allons voir ensemble qu'il s'agit d'une femme, 68 ans, sans antécédents. Elle a eu 2 grossesses normales. Elle a été appendicectomisée, ça c'est toujours à prendre en compte lorsque l'on traite un dossier de gastroentérologie ou de chirurgie digestive. Ça vous permet systématiquement d'abord d'éliminer l'appendicite, donc vous avez déjà un diagnostic en moins, et deuxièmement, d'évoquer toujours la possibilité d'un syndrome occlusif et sur bride, car même une appendicite ou toute intervention sur l'abdomen datant de plusieurs années probablement chez cette femme peut entraîner un syndrome occlusif. Elle a une hypertension artérielle, anciennement équilibrée par un inhibiteur calcique, toujours prendre en compte les traitements que prend le patient pour une bonne raison, c'est qu'il ne faut pas les oublier dans les différentes questions qui vont arriver, car quelquefois il peut y avoir soit une action néfaste du traitement, soit une contre-indication à l'utilisation d'une autre thérapeutique. Elle est hospitalisée sur la demande de son médecin traitant, ictère cholestatique, douloureux, fébrile, à 38,7, d'installation brutale sur les 72e heures, sur 72 heures environ, pardon. Ça, c'est très important parce que sur ce dossier, on part sur des choses relativement simples puisque vous avez le relevé sémiologique directement donné. Il s'agit d'un ictère cholestatique, douloureux, fébrile,
d'installation aiguë et évoluant depuis 72 heures. Donc quasiment les diagnostics étiologiques peuvent être déjà discutés et on va les avoir un peu derrière la tête, principalement un obstacle lithiasique, une angiocolite. C'est l'élément essentiel qui arrive à notre tête. À côté de cela, bien évidemment, discuter immédiatement et penser au diagnostic différentiel extrahépatique, intrahépatique. Première question, sur quels éléments cliniques et paracliniques retenez-vous le diagnostic d'ictère cholestatique? J'ai envie de dire question de cours, mais qu'il faut parfaitement connaître. Question donc de sémiologie, question de cours, mais tout à fait fondamentale. Et on peut déjà comprendre que ce dossier va être basé sur la conduite à tenir vis-à-vis d'un ictère, ses diagnostics, et va être en permanence un rappel de choses qui doivent être parfaitement connues. Qu'est-ce que c'est un ictère cholestatique? Je crois qu'il ne faut pas avoir honte de dire que c'est un ictère. Vous voyez, je l'ai mis en gras. Je vous ai mis ici un petit point rouge. Vous reverrez cette présentation, mot en gras et un point en rouge ou deux points en rouge, simplement pour vous signaler les points clés essentiels qui me paraissent strictement nécessaires à marquer dans la réponse ou lorsque vous abordez ou vous aborderez à l'ECN ce type de sujet. Ça vous permet d'élaborer éventuellement une note, mais c'est principalement pour attirer votre attention sur ces points essentiels. Donc il s'agit d'un ictère, c'est-à-dire la jaunisse, et les deux points cliniques essentiels devant un ictère cholestatique, ils sont là, c'est la présence d'urine foncée et de sel décoloré. Pourquoi? Parce que qui dit cholestase dit rupture du cycle entérohépatique. La bile n'est plus absorbée au niveau de l'entérocyte. Vous allez donc avoir une non-transformation de cette bile en stercobilinogène, et donc les sels vont apparaître décolorés. Et par contre, il va y avoir un reflux biliaire au niveau hépatique, et la bilirubine va être préférentiellement métabolisée au niveau du rein, avec une augmentation de l'urobilinogène et donc des urines foncées. L'ictère cholestatique peut être précédé de prurite, mais le plus souvent, le prurite, qui est globalement un équivalent d'ictère cholestatique et doit être considéré comme tel et faire rechercher éventuellement un ictère cholestatique, ne se voit que dans les ictères d'installation progressive, ce qui n'est a priori pas le cas de notre patiente ici. Ça, c'était pour la clinique. Pour la biologie, vous allez donc avoir le syndrome cholestatique. Le syndrome cholestatique, c'est une élévation de la bilirubine totale à prédominance conjuguée. Alors, j'ai fait une petite saleté là, je corrige. Et cette élévation de la bilirubine est l'élément essentiel du diagnostic. Pour être très exact et physiologique, il faudrait doser dans le sang les sels biliaires qui, en cas d'ictère cholestatique, seraient augmentés. Ça n'est pas fait en pratique et on se rapporte à la bilirubine totale et principalement conjuguée qui va se retrouver très augmentée dans l'ictère cholestatique. Associé à ça, vous allez avoir une augmentation des phosphatases alcalines. J'attire votre attention sur le fait que l'élévation des phosphatases alcalines peut se voir avant l'augmentation de la bilirubine, au stade non ictérique, d'où la terminologie de cholestase anictérique devant une simple élévation des phosphatases alcalines. Attention aussi, les phosphatases alcalines ne sont pas spécifiques de la cholestase et elles peuvent être augmentées en raison d'un métabolisme osseux accru, comme dans la croissance, comme dans la grossesse et comme d'autres pathologies osseuses. Les 5' nucléotidases, plus spécifiques des phosphatases alcalines, ne sont guère utilisées en pratique, mais je crois qu'il faut les noter. Et la gamma-GT, qui est constamment augmentée en cas de cholestase, est très peu spécifique. Elle se voit augmentée dans toutes les hépatopathies et on ne peut pas le considérer comme un marqueur fiable de la cholestase. Enfin, deux éléments qui me paraissent très importants à noter, c'est
en cas de cholestase, l'élévation du cholestérol. Et c'est important parce que devant un ictère avec un cholestérol augmenté, vous allez évoquer principalement une cholestase et non pas une insuffisance hépatocellulaire, car comme vous le savez, dans l'insuffisance hépatocellulaire, le cholestérol diminue. Attention, petit piège, dans les hépatopathies dues à une stéatohépatite, vous pouvez avoir un syndrome dysmétabolique avec un cholestérol éventuellement un peu augmenté et une atteinte hépatique de type insuffisance hépatocellulaire à cholestérol normal. Enfin, la baisse du TP, ça sera un leitmotiv dans toutes les questions relatives à l'ictère et à la cholestase. Cette baisse du TP s'associe à un facteur 5 normal, ce qui la différencie de l'insuffisance hépatocellulaire. Et l'importance, c'est qu'il faut toujours penser à doser le TP devant un certain nombre de cholestases et à corriger cette baisse du TP par une injection de vitamine K par voie intraveineuse, c'est le test de Koller. Cet élément est extrêmement important à noter car dans les cholestases extrahépatiques, le traitement sera le plus souvent chirurgical ou endoscopique interventionnel et le problème, c'est qu'en cas de la baisse du TP, vous ne pourrez pas agir chirurgicalement chez ce patient. Cette baisse du TP est liée à la rupture du cycle entérohépatique, donc au fait qu'il n'y a plus, en cas de cholestase, de bile à l'intérieur du tube digestif, ce qui va entraîner un trouble de l'absorption des vitamines liposolubles A, D, E et K. Et cette rupture de l'absorption des vitamines liposolubles va entraîner cette baisse du TP. La correction par la vitamine K injectable sert de test diagnostique et thérapeutique. Question numéro 2. Quels éléments seraient en faveur d'une pathologie lithiasique biliaire? Et effectivement, on rentre donc maintenant dans l'évocation des étiologies. Le premier élément est un élément de fréquence. Effectivement, la principale cause du syndrome cholestatique est extrahépatique, il est lithiasique et il est lié au passage d'un calcul dans la voie biliaire principale et c'est de loin la première cause de cholestase. Le deuxième élément qui va être évocateur d'une maladie lithiasique, c'est le fait que les patients ont très souvent eu une échographie pour une raison autre avant d'être hospitalisés pour cette lithiase et qu'ils sont donc connus porteurs d'un calcul ou de plusieurs calculs intravésiculaires. Petite remarque nosologique, lithiase, c'est un mot qui est toujours au singulier. La maladie lithiasique est faite de plusieurs calculs intravésiculaires. Enfin, le dernier élément, c'est bien sûr l'échographie hépatobiliopancréatique. C'est vraiment la clé de voûte du diagnostic. Je me permets ici de vous rappeler que quand vous êtes face à un ictère et que vous apercevez qu'il est à urine foncée et à sel décoloré, vous pouvez dire qu'il s'agit d'un ictère cholestatique. À partir de là, devant un ictère cholestatique, ce que vous devez faire, c'est une écho. Pourquoi? Parce que l'écho va vous permettre de différencier les causes extrahépatiques devant une dilatation des voies biliaires intra- et extrahépatiques d'une cholestase intrahépatique. Et ce processus est extrêmement important puisque si vous avez une dilatation des voies biliaires intrahépatiques ou du cholédoque, il s'agit d'une cholestase extrahépatique et le problème sera de connaître l'étiologie de l'obstacle intrinsèque, extrinsèque par compression, maladie de la voie biliaire principale, et la conduite à tenir sera probablement la nécessité d'une levée d'obstacle et de
de proposer un traitement chirurgical ou d'endoscopie interventionnelle, ce qui est à mon sens à peu près la même chose, alors que s'il s'agit d'une cholestase intra-hépatique, le processus diagnostique sera celui d'un raisonnement de médecine interne. Il va falloir savoir quelle est la maladie qui atteint l'hépatocyte lui-même, le pôle biliaire de l'hépatocyte, et éventuellement discuter d'une ponction biopsie hépatique. Quels éléments à l'échographie bilio-pancréatique vont vous permettre d'évoquer la cause ithiasique? Bien évidemment, c'est le fait qu'il y ait des lithiases vésiculaires faites d'un ou plusieurs calculs, éventuellement calcifiés, dont on notera la localisation, parce qu'il est évident qu'un calcul bloqué et ayant perdu sa mobilité est évocateur d'une pathologie lithiasique. De même, des microcalculs qui peuvent facilement passer dans le cholédoque peuvent expliquer tout à fait une angiocolite. Des signes de cholécystite, épaississement pariétal, image en double contour, la réaction périvésiculaire. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit, la dilatation du cholédoque et des voies biliaires intrahépatiques, mot-clé à ne pas oublier. Et ne pas oublier quand vous faites une échographie que vous allez voir le reste, et donc vous allez pouvoir éliminer une anomalie du parenchyme hépatique, un abcès associé, une anomalie pancréatique associée, notamment une pancréatite. Donc 3 éléments à cette question pour évoquer la pathologie biliaire: l'antécédent lithiasique, la fréquence et la part essentielle de l'échographie. Question numéro 3. Quels éléments cliniques et paracliniques seraient en faveur d'une pancréatite aiguë associée? En faveur d'une pancréatite aiguë, eh bien, il faut penser, bien évidemment, à la symptomatologie clinique de la pancréatite aiguë, et cette symptomatologie clinique, comme je vous le rappelle, est spécifique de la pancréatite. Pancréatite aiguë, c'est un diagnostic clinique, et c'est un diagnostic qui est posé sur une douleur transfixiante, intense, avec très fréquemment une pauvreté de l'examen clinique. La douleur est décrite comme extrêmement intense par le patient, alors que votre examen clinique, dans une pancréatite aiguë simple, va être à peu près normal. Attention, dans le dossier qui nous intéresse, s'il y avait une réaction pancréatitique associée, vous auriez à côté de cela, bien évidemment, la symptomatologie d'angiocolite associée. Biologiquement, l'élément essentiel, et là aussi spécifique de la pancréatite, c'est une élévation de la lipasémie. Je vous rappelle que l'amylasémie ne doit même plus être dosée parce qu'il est augmenté dans quasiment tous les processus digestifs et intra-abdominaux, et que surtout lorsqu'un patient vomit, l'amylase peut être très augmentée de cause salivaire et sans avoir pour autant de pancréatite sous-jacente, alors que, comme vous le savez, des vomissements peuvent se voir au cours des pancréatites aiguës. La mylasurie est un bon examen, mais tardif, plus spécifique, alors que la lipasémie, notamment lorsqu'elle est supérieure aux alentours de 400, vous êtes à peu près certain qu'il s'agit d'une pancréatite aiguë. Enfin, vous allez rechercher des signes de souffrance pancréatique. Globalement, c'est les critères de Ronson dont on va choisir les plus importants ici, à savoir à l'arrivée l'hyperleucocytose, l'hyperglycémie, une hypocalcémie, une cytolyse associée. Enfin, dans la pancréatite aiguë, je vous rappelle que l'élément clé d'évaluation, c'est le scanner abdominal, mais attention, trop précoce, il sous-estime les lésions pancréatiques, trop tardif, il a moins d'intérêt. Il doit être donc fait vers la 48e heure, et il doit être fait avec injection vasculaire iodée, en l'absence bien sûr d'allergie et d'insuffisance rénale. Là aussi, petit point de méthodologie, toujours pensez lorsque vous faites un examen ou donnez un traitement, de mettre une phrase expliquant l'absence d'allergie ou d'insuffisance rénale associée, ou après hyperhydratation ou préparation pour un scanner avec injection vasculaire. Grâce à ce scanner avec injection vasculaire, vous allez pouvoir avoir une évaluation de la nécrose de la glande pancréatique qui va correspondre sur le scanner à toutes les zones ne prenant pas le contraste, et puis l'existence de coulées à distance, ce qui va permettre d'établir ce que l'on appelle le score de Balthazar,
et d'avoir une évaluation exacte de l'aspect du pancréas. Souvent, dans une pancréatite associée à une angiocolite et donc de cause le plus souvent lithiasique, vous noterez une dilatation du Wirsung associée en faveur de la pancréatite en amont d'un obstacle. Voilà les éléments en faveur d'une pancréatite associée, éventuellement, qu'il faut rechercher devant une angiocolite. Question numéro 4. Quel examen complémentaire demandez-vous en urgence? Pourquoi? Qu'en attendez-vous? Alors, j'ai déjà un peu défloré le sujet à la question précédente. L'examen essentiel, c'est l'échographie abdominale. Vous voyez, là, j'ai même mis 2 points. Cette échographie abdominale va avoir pour rôle de différencier une cholestase extrahépatique qui va orienter vers un obstacle biliaire, d'une cholestase intrahépatique qui va orienter le diagnostic vers une cause plutôt intrinsèque qu'extrinsèque. Comment l'échographie va permettre de faire ça? Eh bien, tout simplement en recherchant les 2 points essentiels qui sont la dilatation du cholédoque et la dilatation des voies biliaires intrahépatiques. Syndrome de cholestase, suspecté, échographie, immédiatement en urgence. Cette échographie va permettre, si elle voit une dilatation du cholédoque ou des voies biliaires intrahépatiques, de dire qu'il s'agit d'une cholestase extrahépatique et la cause est probablement un obstacle biliaire qu'il restera à définir. S'agit-il d'un obstacle intrinsèque avec une large prédominance de la lithiase? S'agit-il d'un autre obstacle? Il n'y a pas cette dilatation du cholédoque ou de la dilatation des voies biliaires intrahépatiques. Il faut penser à une cause intrahépatique. Bien évidemment, l'échographie abdominale va rechercher d'autres éléments. Alors, la lithiase du cholédoque, le problème, c'est que l'échographie faite en urgence au cours d'un épisode aigu lithiasique avec ou sans pancréatite voit mal la tête du pancréas, voit mal la région ampulaire, voit mal le cholédoque intrahépatique, et c'est là la zone où le plus souvent le calcul est bloqué. Pourquoi l'échographie est de faible rentabilité? Parce qu'il s'associe à la phase aiguë un iléus réflexe paralytique, et il y a donc du gaz qui s'interpose devant la tête du pancréas, gênant la visualisation de cette zone. Ce qui fait que la lithiase du cholédoque elle-même est souvent peu visible sur cette échographie. Et on ne verra que des signes indirects, à savoir la dilatation du cholédoque en amont. Quelquefois, la lithiase est visible, soit directement, soit par le biais d'un cône d'ombre postérieur correspondant à la répercussion, au blocage du passage des ultrasons, excusez-moi, au cours de l'échographie. Enfin, l'échographie va rechercher, comme on l'a dit tout à l'heure, des signes de cholécystite lithiasique associés qui évoquent la cause lithiasique, donc calcul intravésiculaire, épaississement de la paroi, paroi en double contraste, et va étudier le reste, parenchyme hépatique, parenchyme pancréatique, région papillaire, à la recherche d'un ampulome. Mais comme je vous l'ai dit, ceci est plus difficile lors de l'échographie faite en urgence. Donc, l'examen clé, c'est l'échographie en urgence. Toute suspicion de cholestase doit conduire à la réalisation d'une échographie abdominale en urgence qui va axer le diagnostic étiologique et la conduite à tenir. Énumérez les éléments de gravité que vous recherchez dès la prise en charge initiale de cette patiente. Alors ça, c'est la question type ECN moderne. Ça paraît être une question simple. On se dit, je vais pouvoir avoir des ficelles pour répondre à cela. Attention,
ça nécessite souvent, lorsque l'on n'a pas eu les 2 ou 3 questions préalables, et que l'on arrive directement à la question de gravité, de s'être posé et d'avoir fait tout le raisonnement que nous avons fait sur les 3 questions préalables. Ce dossier est un dossier d'entraînement, de training, donc on peut se permettre de segmenter les choses. Le jour de l'ECN, vous pouvez tomber directement ou dès la 2e question sur les éléments de gravité, et il faudra avoir quand même une vision extrêmement pointue de la pathologie présentée par la patiente. Eh bien, nous avons dit que l'hypothèse principale devant ce syndrome cholestatique, c'est une angiocolite. Une angiocolite, c'est un abcès des voies biliaires. Premier signe de gravité, c'est l'existence de signes de sepsis sévère. Alors, à partir de là, effectivement, la question va couler d'elle-même. Sepsis sévère, si la fièvre est à 40, avec des frissons, voilà un bon signe. Est-ce qu'il existe des signes en faveur d'un choc septique? Des troubles de l'hémodynamique, une oligoanurie, des signes de déshydratation. Autre signe de gravité dans un sepsis, la positivité des hémocultures. Si le germe est d'emblée dans le sang, c'est un tableau septicémique, c'est donc un sepsis sévère. Enfin, l'existence de signes biologiques d'insuffisance rénale en faveur de ce qu'on appelle l'angiocolite urémigène extrêmement grave, de dyskaliémie, d'acidose métabolique, et j'ai oublié ici de troubles de l'hémostase, je mets ici pour se rappeler, éventuellement d'une CIVD. Ces troubles de l'hémostase nous font penser immédiatement aux signes de gravité liés à la cholestase elle-même. Alors, le fait d'être très jaune, c'est un peu grave, mais je ne le considère pas comme un élément de gravité directement. Parce que dans les études, il ne modifie pas vraiment le pronostic, hormis l'ictère de l'hépatite alcoolique aiguë. Là, ici, ce qui est important, c'est la baisse du TP. Il faut penser systématiquement à la chercher et à la traiter, puisque la prise en charge thérapeutique du patient sera fonction de cette baisse du TP. Troisième élément, eh bien oui, quand vous avez une angiocolite, la question que vous devez vous poser, c'est est-ce qu'il existe une pancréatite associée? Et en rechercher les critères de gravité associés. Les critères de Ronson, les critères de Balthazar. Alors, les critères de Ronson, je pense qu'il faut que vous les connaissiez. C'est-à-dire qu'il faut les évaluer à l'arrivée du patient, c'est l'âge supérieur à 55 ans, c'est les leucocytes supérieurs à 15 000, c'est entre 14 et 16 000 en fonction des classifications, c'est les azates supérieurs à 6 N, c'est la glycémie supérieure à 2 grammes, c'est les LDH supérieurs à 300. Et il faut savoir les réévaluer à la 48e heure, ces critères de Ronson. Et les critères de Ronson à la 48e heure, c'est pas très difficile de s'en souvenir, puisque globalement, ils correspondent à des critères de gravité de toute nécrose profonde. À savoir, premièrement, vous allez avoir un saignement dans la zone de nécrose. Donc vous allez voir une baisse de l'hématocrite qui, si elle est supérieure à 10%, est un signe de gravité. Deuxième élément, vous allez avoir apparaître une acidose. Cette acidose de type métabolique va entraîner une baisse des bicarbonates inférieure à 23 millimoles. Le signe de gravité de l'acidose métabolique, c'est la mauvaise réparation pulmonaire, avec une PaO2 qui va descendre en dessous de 60 mm de mercure et qui va éventuellement nécessiter une aide respiratoire et une intubation-ventilation du patient. Voilà déjà 3 critères dont on peut se rappeler facilement. Il y a une nécrose profonde, ça va entraîner une insuffisance rénale, d'abord fonctionnelle, puis qui va devenir organique. Donc l'insuffisance rénale, l'augmentation de l'urée est un facteur de gravité. Cinquième élément de gravité, c'est bien évidemment le fait qu'il va y avoir un œdème viscéral avec un volume de séquestration qui devient sévère lorsque vous avez plus de 6 litres de séquestration, ce que vous calculez très facilement par le bilan entrée-sortie. Enfin, sixième élément,
c'est un élément alors là plus spécifique de la pancréatite, à savoir c'est la calcification de la nécrose pancréatique entraînant une hypocalcémie qui est un facteur de gravité. Le score de Balthazar, faut-il vraiment le connaître? Oh, je ne sais pas. Ce qui est important de savoir, c'est que le score de Balthazar doit être évalué sur un scanner à la 48e heure avec injection et qu'il faut rechercher les nécroses de la glande plus les coulées. Les autres éléments de gravité, ce va être les signes d'irritation péritonéale qui vont témoigner éventuellement d'une rupture par exemple de la vésicule biliaire, d'un collet péritoine, les abcès intrahépatiques. L'angiocolite, c'est un abcès, comme je vous l'ai dit, de la voie biliaire principale. Vous pouvez avoir une métastase septique ou un abcès de continuité de la vésicule biliaire qui va prendre les devants d'un point de vue septique. Enfin, ne pas oublier la possibilité, comme dans tout problème septique intradigestif grave, d'une thrombose portale associée avec son risque d'hypertension portale. Comme vous le notez, il n'y a pas de ficelle. Les signes de gravité ici de cette angiocolite sont spécifiques à l'angiocolite. Méfiance de ne pas tomber sur les critères réanimatoires de base qui ne vous permettront pas de ramasser tous les points, voire ne vous permettront de ramasser aucun point à une question qui peut vous paraître pourtant facile. Donnez les principales lignes de votre prise en charge thérapeutique immédiate. La prise en charge thérapeutique donc, de ce patient, c'est une urgence. Et marquez-le, je pense que c'est un mot-clé. Il faut dire à votre correcteur que vous avez compris que c'était une urgence. Il faut hospitaliser bien sûr le patient. Toujours dire dans une question thérapeutique si vous entrevoyez le traitement en hospitalisation ou en ambulatoire. C'est un point essentiel. Vous pouvez rajouter qu'éventuellement en soins intensifs. La surveillance d'un sepsis sévère, surveillance scopée, oxymétrie de pouls, diurèse horaire. Le repos au lit strict, ça peut paraître quelque chose qui n'est pas très important et qu'on peut oublier. Non, parce qu'il ne faut pas que les patients fassent une hypotension au cours d'un choc et tombent. Vous allez avoir des soucis. Toute urgence digestive est mise à jeun, ça, faut pas l'oublier, c'est des points perdus inutilement. Il s'agit d'un risque de choc, d'un sepsis sévère, pose d'une voie veineuse, lutte contre le choc, macromolécules, éventuellement drogue vasoactive, là aussi des mots-clés habituels de prise en charge réanimatoire. Rééquilibration hydroélectrolytique, G5, 2 litres par 24 heures, du sel, du potassium, ne pas oublier éventuellement les polyvitamines, notamment chez les patients consommant de l'alcool, adapté au bilan entrée-sortie au Yono. Encore ici, question spécifique essentielle, apport de vitamine K1 IV, c'est une urgence thérapeutique puisque le reste de la thérapeutique sera peut-être chirurgicale ou d'endoscopie interventionnelle. Il faut que les patients soient prêts à un geste et une hémostase normale. Antalgie. Là aussi, une petite phrase habituelle, antalgie efficace, palier OMS, selon l'échelle visuelle. Alors, quand vous êtes face à des patients très algiques, en digestif, dans tout ce qui est biliaire, il vaut mieux commencer d'emblée par un niveau 2 de type topalgique en intraveineux. Et quand il y a un problème hépatique, en évitant le paracétamol, avant d'être certain que le patient ne soit pas en insuffisance hépatocellulaire. Là, c'est la prise en charge réanimatoire, assez classique, des choses simples, mais ne pas oublier les mots-clés importants. C'est un phénomène septique, antibiothérapie. Antibiothérapie dans un phénomène septique aigu, vous avez ici tous les mots-clés, et j'ai envie de dire, cette phrase, vous allez pouvoir la sortir, quel que soit le phénomène septique, par voie veineuse, puis per os, après 48 heures d'apyrexie, probabiliste,
puis adapté à l'antibiogramme si le germe est retrouvé. Ici, il s'agit d'un phénomène intradigestif, actif sur les BG- et les anaérobies. Je vous propose, le plus souvent, augmenter 1 gramme x 3 par jour en l'absence de signes de gravité. En cas de risque de germes résistants, rocéphine plus flagile, car contrairement à l'augmentin, la rocéphine, les céphalosporines ne sont pas actifs sur les anaérobies. Discuter en cas de sepsis sévère, une trithérapie en ajoutant une quinolone type ciprofloxacine, et notamment en fonction de l'évolution. Et toujours en cas de sepsis sévère, notamment en cas de choc septique, il est classique de donner un peu d'aminosides, adapté à la fonction rénale, et ça sera gentamicine, 3 mg kg jour, le plus souvent en une seule perfusion. La prise en charge du sepsis est faite, d'un point de vue réanimatoire, d'un point de vue infectieuse, avis chirurgical, ou de l'endoscopiste interventionnel, avis anesthésiologique, puisque les gestes seront faits sous anesthésie générale. N'oubliez pas les soins de nursing, l'HBPM, la surveillance, qu'il convient de ne jamais oublier, et probablement d'hypertrophier à la fin, si vous avez le temps de répondre davantage à la question. La prise en charge thérapeutique immédiate est faite. Comment complétez-vous alors votre bilan étiologique? Là, question extrêmement compliquée. Il faut quand même que vous ayez en tête l'arbre décisionnel. Le patient a une cholestase ictérique, vous avez fait l'échographie, vous avez 5 possibilités. Premier cas de figure. Vous avez trouvé une angiocolite lithiasique certaine. Pas de bilan complémentaire. Et on passe au geste thérapeutique de désobstruction biliaire qui fera appel soit à une cholangiographie rétrograde avec une sphinctérotomie, soit à la chirurgie, on va en reparler. Deuxième possibilité. Il s'agit d'une cholestase extrahépatique, mais vous avez un doute sur l'étiologie. Il faut savoir quel est l'obstacle. Scanner ou pancréato-IRM pour éliminer un obstacle ampulopancréatique. Puis, rapidement, écho-endoscopie, plus ou moins CPRE, à but diagnostique et thérapeutique. Troisième cas de figure. Vous avez une pancréatite associée à une angiocolite de moins de 24 heures d'évolution. Eh bien, à ce moment-là, il faut la traiter comme une angiocolite lithiasique directement, écho-endoscopie, éventuellement si vous en avez besoin, plus CPRE. Quatrième cas de figure. Vous avez une angiocolite avec une pancréatite, mais de plus de 24 heures d'évolution. À ce moment-là, la pancréatite prévaut. Le calcul est en train de passer probablement, et il ne faut pas se précipiter sur la thérapeutique, demander le scanner à la 48e heure, discuter de l'écho-endoscopie et discuter d'un geste de libération des voies biliaires uniquement dans un troisième temps. Enfin, ne pas oublier que le cinquième cas de figure, l'échographie ne retrouve pas de dilatation des voies biliaires. Eh bien, il faut rechercher donc une cause intrahépatique, bili-IRM, plus ou moins écho-endoscopie, à la recherche d'une migration microlithiasique. Puis, recherche d'une cholestase intrahépatique, anticorps antimitochondrie, PBH, pour les 2 mots-clés importants. Si vous retenez le diagnostic d'angiocolite aiguë lithiasique, quel est votre traitement curatif? Eh bien, j'ai mis ici le mot-clé, c'est la levée d'obstacles. C'est un drainage de la voie biliaire qu'il faut obtenir. Le plus probablement, ce drainage sera fait par endoscopie, c'est une CPRE première, sous anesthésie générale. Elle est éventuellement précédée par une écho-endoscopie dans le même temps pour être sûr de l'obstacle et de sa localisation. Et elle va permettre une sphinctérotomie avec une désobstruction mécanique de la voie biliaire principale. Attention, ça ne suffit pas. Votre réponse ne serait pas complète si vous ne dites pas qu'à froid, globalement dans les 30 jours qui suivent, il faudra enlever le nid de calcul et proposer une cholécystectomie par célioscopie. Ne pas oublier cependant que, plus rarement maintenant, en première intention, c'est le chirurgien qui agit et qui va proposer à ce moment-là une cholécystectomie première
avec une cholangiographie peropératoire et une désobstruction mécanique du cholédoque, soit par voie transcystique, soit plus souvent par une cholédocotomie, qui rend alors nécessaire la pose d'un drain de Kerr et qui n'est pas toujours facile à faire. C'est pour cela que c'est la première méthode qui est actuellement privilégiée. Cette méthode-là ne doit être utilisée que si vous ne pouvez pas avoir recours à de l'endoscopie interventionnelle, et elle présente une morbidité et une mortalité supérieures à la méthode endoscopique première, puis cholécystectomie à froid. Là, ici, vous aviez tous les mots-clés concernant la prise en charge thérapeutique de l'angiocolite. Les deux dernières questions sont un petit peu plus difficiles et font apparaître un cas de figure un peu particulier. Si à la place d'une angiocolite lithiasique, vous aviez retrouvé un ampulome, est-ce que vous auriez demandé un complément de bilan spécifique? Si oui, lequel? Simplement pour vous rappeler que l'ampulome, c'est une tumeur maligne de la tête du pancréas dans 70% des cas et doit être considéré comme tel. Et le cancer du pancréas étant à votre programme, l'ampulome est une déforme histologique tout à fait tombable. Donc, un petit coup de flash là-dessus, tumeur maligne de la tête du pancréas, qui va se présenter le plus souvent, soit sous la forme d'un blocage, d'un obstacle de la voie biliaire principale, soit sous la forme de petits saignements. C'est une tumeur a fortiori maligne, eh bien il faut faire le bilan habituel d'une tumeur de la tête du pancréas. Le bilan histologique avec une duodénoscopie, avec une écho-endoscopie qui va permettre la réalisation de biopsies en l'absence de troubles de l'hémostase de cette papille et avoir ainsi le diagnostic histologique d'ampulome bénin ou d'adénocarcinome de l'ampoule, ampulome malin. Et bien évidemment, en cas d'ampulome malin, il faudra faire le bilan d'extension locorégionale et à distance, examen clinique complet, scanner thoraco-abdominopelvien à la recherche d'une métastase ou d'adénopathie, et bien évidemment une écho-endoscopie pancréatique à la recherche d'une atteinte ganglionnaire péripancréatique et surtout d'une atteinte vasculaire qui risque de compromettre la prise en charge thérapeutique. Donc prise en charge d'un cancer du pancréas, nous le reverrons un petit peu plus tard. Toujours dans ce bilan, le bilan prénostique avec les marqueurs ACE-SADIS-9-9 et le bilan préthérapeutique. Là aussi, ce bilan préthérapeutique, ce sera toujours la même phrase. État nutritionnel, marquer l'IMC, je vous rappelle que c'est un élément qui doit apparaître dans toutes les observations. État cardiovasculaire, état respiratoire, ECG, écho-cœur, RP, EFR, l'état hépatique, l'existence ou non d'une insuffisance rénale, d'un diabète, et, attention, l'évaluation anesthésiologique, avec éventuellement un score anesthésiologique qui est le score ASA. Voilà la fin du bilan d'un cancer de la tête du pancréas, là ici ramené à l'ampulome. Une fois qu'on a fait le bilan, quels traitements sont éventuellement discutables en cas d'ampulome malin? Énumérer les principaux critères de discussion. Question extrêmement difficile, extrêmement pointue, mais au moins avoir une idée. Alors les critères de discussion, j'ai envie de dire, vous êtes capable de les sortir. Quels sont les critères de discussion que vous allez avoir toujours devant n'importe quelle tumeur? Eh bien, bien évidemment, c'est l'extension en profondeur de la tumeur, c'est-à-dire le stade T. Deuxième élément, c'est le stade N, extension ganglionnaire, et enfin le stade M. Vous savez comme moi que c'est la stadification en TNM de n'importe quelle tumeur qui va nous faire discuter la prise en charge thérapeutique. Et puis ne pas oublier les autres éléments essentiels, le choix du patient, et c'est un mot-clé, les résultats du bilan préthérapeutique, s'il y a une contre-indication absolue à la chirurgie, bien, il ne pourra pas en faire, et puis bien évidemment, la décision concertée en réunion de concertation pluridisciplinaire, dès que vous parlez de traitement cancer égale RCP. À partir de là, un peu plus discutable, est-ce que même il y aurait une notation pour ce genre de choses? Si c'est inférieur à T2, qu'il n'y a pas de ganglion, pas de M, on peut faire une ampulectomie endoscopique, c'est-à-dire qu'on enlève l'ampoule ou chirurgicale, sans enlever le pancréas. S'il s'agit d'un T supérieur à T2, N0, M0, à ce moment-là,
il faut proposer une chirurgie de type DPC, duodénopancréatectomie céphalique. En cas de lésion N+ ou métastatique, comme toujours dans le cancer du pancréas, on sera vite vers le traitement palliatif et de confort. Mais attention dans le traitement palliatif, ne pas oublier toutes les méthodes de diminution de la masse tumorale, destruction locale, endoprothèse, photothérapie, chimiothérapie, qui sont, je pense, des mots-clés à mettre quand vous prenez palliativement un cancer du pancréas. Dans ce dossier, voici les items qui étaient abordés. Dossier difficile, délicat, et qui a pour but de vous montrer que, en partant de questions de cours relativement simples, qui ne seraient peut-être pas abordées de la même façon dans un dossier à l'ECN, on arrive vers les critères de gravité, vers la prise en charge thérapeutique, vers les options diagnostiques étiologiques, et que ceci nécessite véritablement une connaissance bien particulière de cette question qui est, à mon sens, parfaitement tombable au cours de votre examen.